Bienvenue dans House of Fabric, ce podcast animé par Alexandre Stevens et Enzo Rido est votre rendez-vous pour explorer Microsoft Fabric en toute simplicité. Avec un ton léger et accessible, ils partagent leurs idées, leurs astuces et leur passion pour la data, le tout sous le soleil du Sud. Que vous soyez expert ou juste curieux, cet espace est fait pour apprendre, échanger et avancer ensemble, sans prise de tête. Alors, mettez-vous à l'aise, on démarre l'épisode du jour. Aujourd'hui, on accueille deux invités de marque pour parler de Microsoft Fabric, évidemment, encore et toujours, et surtout pour parler de leur livre, le deuxième livre français autour de Microsoft Fabric. Alors, vous le connaissez déjà, hein, il est passé dans un épisode précédent, on a presque un habitué de la maison, Romain Casteres, qui cette fois-ci n'est pas venu seul, hein, il n'était pas venu seul la première fois non plus, mais il est revenu accompagné d'Émilie Beau, qui va elle aussi présenter son impact autour du livre, sa vision autour de Microsoft Fabric. On espère que Romain, cette fois-ci, n'aura pas de coupure réseau en Bretagne. Ça devrait aller. Surtout ça. Et voilà, donc on a le plaisir d'avoir pour la première fois Émilie, qui avec Romain sont tous deux membres de l'entreprise Microsoft, une petite PME, je ne sais pas si vous connaissez en France, un petit groupe. Voilà. Et ils vont nous faire part de toute leur expertise et surtout de leur retour d'expérience autour de la rédaction d'un livre. Et je suis évidemment accompagné du grand Alexandre Stevens. Alex, comment ça va aujourd'hui? Est-ce qu'il fait chaud par chez toi? Parce que moi, j'en peux plus, perso. Comme on est dans la même région, normalement, on a la même température. Ouais, il fait très chaud, on a rallumé les clims dans le sud. Sinon, ça va très bien. Je suis rentré de vacances il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça fait du bien. Et donc là, on rattaque fort. Et toi, comment vas-tu? Ben écoute, ça va super. On a eu un petit. Le mois de mai a eu raison de nos épisodes sur House of Fabric, Ah hein. oui, c'est vrai. On n'a Il y a rien eu record pas au mal mois de de ponts. mai. Ouais, on n'a rien record, donc content de se retrouver et d'avoir surtout Romain et Émilie avec nous. Peut-être qu'on va les laisser se présenter et laisser s'introduire. Bien sûr. Et du coup, je vais laisser la place à Émilie, du coup, pour les présentations. Et puis ensuite, on suivra par Romain. Eh ben, bonjour à tous, merci beaucoup de cet accueil sur le podcast. Donc Émilie Beau, moi je suis chez Microsoft depuis une quinzaine d'années et je suis spécialiste technique sur toute la stack data et intelligence artificielle Microsoft. Et je suis dans les équipes notamment avant-vente pour accompagner nos clients grands comptes Microsoft. Enchanté. Et donc Romain Casteres, oui en effet je suis venu la dernière fois, donc j'espère, là je touche du bois, qu'il n'y aurait pas de déconnexion internet. Je suis en Bretagne et je suis aussi Cloud Solution Architect chez Microsoft. Aussi non, parce que finalement on a des rôles un peu différents avec Émilie. Moi finalement je vais aider les clients dans l'adoption de nos technologies autour de la data. Ouais, toi, Émilie, en fait, c'est plus orienté avant-vente, non? Technical spécialiste au final, c'est ça? Absolument, ouais, D'accord. exactement. Ok, super intéressant. Ok. Bon, du coup, l'objectif de l'épisode aujourd'hui, c'est déjà de revenir un peu sur l'écriture de votre livre, évidemment, d'en discuter un peu, et après d'évoquer les chapitres que vous avez eu l'occasion de rédiger individuellement, de les évoquer, de les travailler un peu plus dans le détail. Et on va commencer par une question, Émilie, parce qu'on l'avait posée à Romain et à Fred la dernière fois, mais aujourd'hui, voilà, comment tu as rejoint cette aventure-là d'écrire un livre? Parce qu'avec Alex, on est assez admiratif, hein. On avait aussi reçu Charles-Henri, Marie et Thomas qui avaient fait Mathieu pardon, qui avait fait le livre Le guide complet de Fabric, et on est assez admiratif des personnes comme vous qui se lancent dans la rédaction d'un livre. Donc voilà, comment tu as rejoint cette aventure-là, qu'est-ce qui t'a donné envie d'y contribuer et comment vous êtes un peu répartis les rôles à tous les cinq du coup? Ouais, déjà, je pense qu'on a tous un point commun, c'est qu'on est passionné par le sujet. Alors, Fabric, bien sûr, mais ça va bien au-delà, hein, de l'analytique en général, du domaine du traitement des données. D'ailleurs, ça fait tous dans l'équipe, ça fait des années qu'on travaille dans ce domaine et en fait, on avait tous en commun cette appétence de vouloir partager cet engouement qu'on a tous autour de notamment cette technologie Fabric. Et moi, personnellement, je suis fan des communautés autour de Power BI Fabric. J'ai toujours souhaité les accompagner, les encourager. Je trouve que ce qui fait vivre la techno, justement, c'est les meet-ups, c'est les webcasts comme aujourd'hui, c'est les rencontres avec les utilisateurs, c'est les articles de blog. Et finalement, le support papier, c'est encore une autre forme de contribution à cette dynamique. Et moi, j'adore tout ce qui est livre, support papier que j'utilise beaucoup, d'ailleurs aussi pour me former. Et je pense que malgré tout, beaucoup de gens sont encore assez sensibles à ce format-là.
format qu'on peut poser sur le bureau, on le feuillette, on le surligne, on corne les pages qui nous intéressent, etc. Et puis dernier petit point aussi, c'est que j'ai fait un stage commercial pendant mes études dans les librairies Erol à Paris, qui sont spécialisées justement dans les livres techniques. Et je faisais la promotion de plein d'ouvrages autour des technologies Microsoft. Et c'est un petit clin d'œil de me dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être une stagiaire qui vend le livre auquel j'ai participé et qui va permettre à des gens de se former et même parfois de se reconvertir. Ça, c'est super, des gens qui nous disent, je me reconvertis et grâce à vous, je monte en compétence sur une nouvelle techno pour démarrer une nouvelle aventure, quoi. Mais c'est vrai, tu as raison. Parce que quand on y pense, hein, on passe, nous, notre quotidien, je pense que tous les quatre, c'est le cas, hein, mais on passe notre quotidien sur des écrans d'ordi, sur notre téléphone. Et c'est vrai que devoir se former après à côté en plus, reprendre le téléphone, reprendre l'ordi, c'est vrai que ça peut être chiant, même, peut créer des problèmes. Donc c'est vrai que d'avoir le petit livre papier, je l'ai là, hein, de l'avoir à la mano, de le feuilleter, de mettre des petites notes dessus, ça nous sort de notre quotidien. Donc je l'avais pas vu sous cet angle-là, Émilie, mais ouais, je suis assez en phase. Assez en phase. Pratique aussi pour l'emmener en vacances alors qu'on n'emmène pas le PC. Exactement. J'y pensais justement. le format, je sais plus, il y a un format des maths ou pas sur le livre? Ouais, il y a un format dématérialisé, notamment, alors, parce que le format papier, ça peut avoir des contraintes, notamment sur la partie lab, parce qu'on a beaucoup de step-by-step pour aider à appréhender la techno. Et donc, c'est vrai que là-dessus, pour faire des copier-coller de bouts de code en Spark, c'est peut-être plus pratique de passer sur la version des maths. Mais voilà. Ok. Alors, dans l'avion, attention au poids quand même pendant les vacances, parce qu'il fait 1,1 kg. Donc... Ouais, je confirme qu'il est très costaud. Il est très costaud. Voilà, faut pas se prendre sur la tronche parce que ça peut te sécher, quoi, vraiment. On espère que d'ici quelques années, on l'utilisera pas pour juste rehausser les écrans. Ouais, c'est ça. Bon, ça arrivera tôt ou tard, ça arrivera. Le plus tard possible. C'est ça. Alors du coup, Romain, une question pour toi. Donc, on imagine que effectivement écrire un livre à plusieurs, donc plusieurs façons de penser, plusieurs voix, ça doit être un sacré défi. Et pour toi, c'est quoi le plus dur en fait? C'est finalement de trouver une certaine cohérence, un ton commun, ou se mettre d'accord même sur des sujets qui peuvent être mineurs. C'est quoi un petit peu l'envers du décor d'écrire un livre à plusieurs? Ben, on a eu un bon chef d'orchestre, à savoir Christopher, qui finalement nous a trouvés. Hein, je sais pas par rapport à nos domaines d'expertise, par rapport peut-être à notre volonté aussi de vouloir partager dans des conférences, etc. Donc il nous a sélectionnés. Il nous a, je suppose, aussi attitré les chapitres. Je me souviens plus trop comment ça s'est passé, mais je pense que c'est lui qui a choisi aussi pour nous. Et puis après, il a su remodeler finalement chacun de nos chapitres, sachant qu'on s'est relus tous ensemble, mais il a su quand même ajouter une patte finale qui, je pense, ajoute finalement au livre une certaine continuité et une certaine cohérence. Okay, alors donc, moi, ouais, dis-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Ouais, je disais, oui, moi j'ai toujours eu aussi l'envie de partager, d'apprendre, et c'est, je pense aussi pour ça que Christopher après nous a sélectionnés. Et au sujet des chapitres, il sait que mon dada c'est les sémantiques modèles, donc il m'a affecté celui-ci, donc j'étais plutôt très content. Au passage, c'est le plus gros des chapitres, je suis aussi fier par rapport à ça. Même par écrit, t'es bavard, Romain, ça veut dire, même par écrit. Et puis après le lake house aussi, c'était un sujet qui m'a permis d'approfondir. Donc en fait, quand on prend un sujet comme ça, et d'autant plus si on rédige un livre, on va essayer d'approfondir le sujet pour pas dire de bêtises, mais aussi du coup ce qui nous fait apprendre et ce qui nous donne envie de partager nos connaissances. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc le lake house ce fut le cas, et ce fut le cas aussi pour la sécurité que j'ai pu aussi rédiger. Donc j'ai appris pas mal de choses. Ok, et après, il n'y a pas eu forcément de divergence dans les visions ou des contradictions selon les personnes. Du coup, j'imagine qu'il faut un peu se réaligner peut-être sur certaines choses. Alors, on a eu des débats, justement, on se voyait régulièrement pour échanger, pour effectivement réfléchir, donner son point de vue et confronter nos avis sur les sujets. Et c'est ça qui en a fait quelque chose de super intéressant, parce qu'on a réussi à s'accorder tous sur une vision unique. Et ce qu'on verra, c'est que finalement, dans le livre, à chaque fois, on donne pas notre opinion, on donne toutes les capacités, les possibilités qu'on peut faire avec Fabric. Mais on va pas dire il faut impérativement faire comme ci ou comme ça. Et ça, c'est hyper important pour nous. Oui, vous êtes factuel en fait. Vous êtes factuel et vous expliquez comment ça fonctionne et pas dire non mais ça marche bien, pas bien. C'est juste factuellement ce qu'on est capable de faire et ça s'arrête là. Ok.
Et d'ailleurs, on a toujours nos rendez-vous du vendredi matin, hein, qu'aujourd'hui on continue par rapport à la traduction, on en parlera peut-être après du livre, mais ce qui nous permet toujours de s'aligner même sur les nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Oui, complètement. Puis bon, Mm. c'est vrai qu'on pourrait même presque refaire un épisode entier sur juste l'écriture en elle-même, parce que rien que Fabric, on voit comme ça évolue rapidement et que les nouveautés de Power BI. Enfin, je sais plus si dans le livre vous spécifiez que Copilot c'était qu'une S64 pour l'avoir et maintenant que toutes les SKU c'est possible. Typiquement, ça alors, ça peut être frustrant pour vous parce que vous écrivez enfin, vous avez écrit le livre et voilà, mais bon, ça veut dire que le produit évolue aussi dans le bon sens. Donc, ça doit être un vrai challenge, ça aussi. Un vrai challenge. Super. On va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par les chapitres qu'Emilie a rédigés. Et je pense qu'aussi Romain fera des ronbons évidemment sur le sujet parce que je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant de ce que vous avez écrit mutuellement et vous maîtrisez surtout les chapitres des autres. Et Émilie, on a une première question du coup autour de l'ingestion. Donc, tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui vont sous-estimer la complexité de l'ingestion et surtout de la normalisation de la donnée, qui est selon moi la pierre angulaire de tout projet data. Et aujourd'hui, voilà, c'est quoi en pratique la principale difficulté qu'on va rencontrer et surtout, bah, du coup, comment Fabric peut y répondre? Alors effectivement, c'est intéressant que tu en parles parce qu'on a un gros chapitre sur ce sujet autour de l'ingestion des données dans Fabric, dans le livre. Parce qu'évidemment, c'est un sujet qui reste central pour tous les projets data, mais qui reste aussi parfois sous-estimé, alors que ça conditionne vraiment la qualité de toute la chaîne analytique et que ça peut avoir un impact aussi très important sur les performances. On le voit au quotidien avec nos clients. C'est un sujet aussi qui va influencer la gouvernance des données, parce qu'on est sur une étape d'interfaçage où il va falloir définir si pour que des ronds rentrent dans des carrés, il faut modifier la source de données ou est-ce qu'il faut faire des transformations au côté destination. Et encore aujourd'hui, en 2025, bah, ça reste un gros pain point sur les projets data. Et c'est des discussions qu'on a encore tous les jours avec nos clients. Je veux récupérer des données SAP, bah, c'est pas juste se pencher à SAP, c'est travailler avec le fonctionnel pour comprendre parmi les 300 colonnes lesquelles vont être vraiment importantes, vraiment impactantes. C'est se demander si je fais de l'ETL ou de l'ELT, toujours un sujet chez nos clients. Est-ce que j'ai besoin de transformer ma donnée au moment de l'ingestion ou est-ce que je fais juste une copie et je traite a posteriori? C'est s'assurer qu'on a bien les fondamentaux, les tables de référence, de date, c'est pas le cas, faut les créer, etc. C'est se demander si je réplique ma donnée ou si je la garde sur la source, parce qu'avec les shortcuts, mirroring, etc., on a des nouvelles capacités dans Fabric. Donc, ça nécessite aussi des réflexions autour des méthodes d'ingestion de données. C'est adapter les fréquences de rafraîchissement de l'ingestion parce que finalement, nous, on a des clients qui nous demandent d'optimiser toujours les temps de rafraîchissement et on se rend compte que, au final, le reporting, il est consulté qu'une fois par jour. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher à faire du quasi-temps réel pour un refresh qui n'est pas forcément nécessaire? Donc, voilà, il y a encore tout un tas de problématiques, de sujets. Et il y a un fait intéressant aussi qu'on voit depuis quelques temps avec l'avènement des LLM, c'est que les clients nous demandent est-ce que je peux maintenant, avec la Gen AI, faire évoluer automatiquement ma chaîne d'intégration de données en fonction de l'évolution de ma source. Parce que j'en ai marre de devoir modifier ma chaîne tous les 4 matins parce que le business change son formulaire ou parce que mon API a évolué. Donc voilà, il y a de nouvelles technologies aussi qui vont peut-être venir aussi transformer cette façon d'ingérer la donnée. Donc bon, alors nous, notre livre, c'est pas un grimoire de formules magiques. Hein. Malheureusement, on va pas pouvoir trouver la formule miracle pour répondre à toutes les capacités nécessaires. Mais par contre, voilà, l'idée, c'était de montrer qu'avec Fabric, on va chercher à simplifier les choses en reprenant des concepts qui marchent et qui plaisent à nos clients, comme typiquement Power Query. Power Query, c'est génial. On a, enfin, depuis l'arrivée de Power Query, on a vu que le nombre de clients augmentait, notamment d'utilisateurs métiers augmentait chez nos clients sur leur capacité à utiliser cet outil-là. Ça a plu largement et ça s'est démocratisé et c'est pas pour rien qu'on l'avait même intégré dans Data Factory avec la partie data wrangling. Et c'est ce qui et donc ce qui manquait par contre, c'est de pouvoir généraliser cet outil qui était hyper intéressant pour les utilisateurs au travers d'un vrai outil ETL, ce qu'on a commencé à faire notamment avec la Gen 2 dans Fabric. Donc ça, c'était la super nouvelle quand on a lancé Fabric. Et ensuite, proposer, comme on le verra par la suite, de plus en plus
d'environnement en sortie de ces transformations. Par exemple, on a annoncé du SharePoint là récemment, mais on va au fur et à mesure faire évoluer ça pour transformer cet outil qui a eu beaucoup qui a vraiment permis à beaucoup d'utilisateurs de se réapproprier la donnée. Donc, au-delà de faire de la self-service BI, maintenant de faire de la self-service data au sens large, voilà, de pouvoir travailler avec ça à plus grande Et échelle. puis surtout, c'est que Power Query aujourd'hui, et maintenant avec les Dataflow Gen 2, c'est l'ETL qui a le plus grand nombre de connecteurs compatibles du marché, surtout avec plus de 250. Donc rien que ça, ça prouve aussi à quel point les Dataflow, Power Query et Fabric répondent aussi à ces enjeux-là, des sources qui sont de plus en plus diversifiées. Tu as évoqué SAP, moi c'est mon quotidien avec Delaware de faire des projets SAP et Microsoft. C'est encore plus complexe, on pourrait faire là pareil un épisode complet, mais c'est vrai que ça aide beaucoup dans l'accès à cette partie-là, extraction et gestion de données. Bah exactement. Et en plus, donc ça, c'est déjà un gros morceau, la partie Dataflow Gen 2. Et ensuite, on parle aussi de tous ces nouveaux concepts, comme je disais tout à l'heure. Et là, c'est super intéressant parce que, par exemple, je citais les shortcuts, le mirroring, et on parlait des débats qu'on avait pu avoir. L'un des débats qu'on a eu, c'est le shortcut, est-ce que ça fait partie de l'ingestion de données? Parce que typiquement, c'est le genre de question qui nous a trituré un peu l'esprit la nuit, et on s'est dit, moi en tout cas pour moi, c'était pas forcément l'intérêt de le faire figurer dans la partie ingestion, parce que on fait plus de la data virtualisation, on projette la donnée, mais c'est pas de l'ingestion en tant que telle. Donc voilà, ça a été aussi tout un tas de débats et de réflexions sur le positionnement des sujets dans les bons chapitres et pour que les gens s'y retrouvent un Ouais, peu par mais je rapport pense que à, c'est important parce par rapport à que l'essence même, le wording, tu vois, de l'ingestion, c'est aussi cette notion-là d'ingérer, donc de stocker de la donnée, vu que le shortcut ne stocke pas de data. Est-ce que voilà, et c'est important parce ça. qu'on a tellement de mots et de notions techniques en data au global que de pas mettre, je pense, c'est très bien d'avoir fait ça, de pas mettre des bonnes fonctionnalités dans les bons chapitres, ça peut du coup pousser à l'incompréhension ou un peu du flou dans ce qu'est capable de faire les fabriques. Voilà. Exactement, exactement. Et donc voilà, donc tout ça pour dire que l'idée c'était de positionner toutes les capacités qu'on avait. Donc par exemple, on parle aussi du One Link File Explorer, parce que mine de rien, c'est une façon manuelle d'intégrer de la donnée qui est super parlante. Moi qui fais de l'avant-vente, quand je vais voir des utilisateurs métiers, c'est quelque chose qui est hyper marquant pour eux parce qu'ils se disent simplement, je fais un cliquer-glisser de mon fichier, surtout maintenant qu'on peut éditer directement nos fichiers Excel dans ce One Link File Explorer, c'est super intéressant pour eux. Donc voilà, on voulait vraiment couvrir toutes les capacités, faire justement des pas à pas, permettre de tester justement les Dataflow Gen 2, les pipelines, les notebooks, comment ça se matérialise. Et donc voilà, on découvre tout l'univers de l'intégration de données, et c'est là aussi qu'on a eu une vraie réflexion, parce qu'à la fin du chapitre intégration, on a essayé de faire un arbre de décision sur l'outil à utiliser. Et c'était assez complexe. On s'est posé pas mal de questions parce que quelles sont les questions qu'on se pose en premier? Est-ce qu'on parle de volumétrie, de fréquence d'update? Est-ce qu'on se dit, je veux juste faire de la copie ou je veux faire de la transfo? Est-ce qu'on parle de low code ou approche pro code? Bref, il y avait plein de critères à prendre en compte. Et donc, c'est sur ce type de schéma pour simplifier un peu la compréhension par les lecteurs qu'on s'est aussi nous pas mal penché et qu'on a partagé nos idées. Ouais. Alors justement, j'ai une question sur l'organisation des projets data. Donc tu l'as dit en tout début, ça fait plusieurs années maintenant que tu es sur le marché de la data. Du coup, tu as dû connaître plusieurs vagues de la BI. Comment tu vois l'évolution entre les architectures classiques type data warehouse et les approches plus modernes maintenant comme le lakehouse? Et qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans la manière d'organiser un projet data? Alors, c'est vrai qu'on parle encore beaucoup de deux paradigmes qui s'opposent. Soit on passe par un data lake et on essaye de le transformer en warehouse-like, donc notamment, on voit bien au travers de l'exposition par un endpoint SQL, on peut requêter en SQL un lakehouse. Soit on fait un warehouse et là on a l'impression de ne pas être à la pointe de la dernière tendance parce qu'en fait on ne fait pas du lakehouse, alors que c'est un environnement qui va bénéficier d'une maturité
qui est sur des fondamentaux SQL qu'on travaille depuis des années, qui est structuré, qui est organisé et qu'on a cherché à optimiser au travers des évolutions de SQL depuis des années pour l'analytique, notamment au travers du warehouse. Et c'est intéressant parce que ça, notre collègue Jean-Pierre l'aborde bien dans un des chapitres entre les différences de ces deux mondes qui se réduisent finalement et on arrive finalement à un périmètre de fonctionnalités et de performance qui sont assez proches. Après, on garde quand même quelques différences techniques. On aura un peu plus d'optimisation gérée nativement dans un warehouse plutôt qu'un lakehouse. Mais voilà, sans aller dans des considérations vraiment très techniques, ce qu'on voit beaucoup maintenant, c'est plutôt des approches hybrides, où on va pouvoir profiter du lakehouse sur les premières couches d'architecture, on va transformer en mode ELT avec du Spark, et on va mettre à disposition les données un peu moins raffinées aux data scientists pour qu'ils puissent eux-mêmes travailler leurs données de leur côté. Et ensuite, on va exposer la dernière couche au travers d'un warehouse qui va apporter les performances qui vont être nécessaires côté BI. Et même chez Microsoft, on a les pro lakehouse, les pro warehouse, mais c'est des technologies qui évoluent tellement vite que l'opinion et les arguments qu'on peut avoir aujourd'hui pour dire c'est bien de faire ça, ou enfin c'est mieux de faire ça ou c'est mieux de faire ça, probablement ce sera plus valable d'ici quelques mois. Donc notre rôle, ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est de présenter les deux approches, de présenter les différences, de présenter l'approche justement hybride qu'on trouve vraiment intéressante, mais encore une fois, de montrer que Fabric laisse libre cours à implémenter l'un ou l'autre de ces paradigmes. Et c'est ce qui peut devenir difficile en fait aussi de savoir est-ce qu'on est dans les bonnes pratiques entre guillemets. Demain, du coup, ce qu'on a en fait considéré comme une bonne pratique n'est plus valable parce que ça a évolué. Du coup, c'est arriver à savoir aussi, est-ce que toi, tu as des guidelines un peu quand même dans le livre où tu parlais peut-être de guidelines en disant voilà, bonne pratique, il faudrait à peu près faire comme ça dans les grandes lignes, et bien sûr les évolutions font en sorte que on pourra faire évoluer après la structure, mais on a quand même un cadre quand même qui est assez déterminant. Ouais, alors sur le warehouse, l'organisation elle est plutôt bien maîtrisée par nos clients aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur le lakehouse, c'est pas le même sujet. Alors même si on commence à avoir de la maturité sur les grands comptes, on voit quand même qu'il y a beaucoup de clients qui se posent beaucoup de questions sur la structuration du data lake en tant que tel. Et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment dédier un chapitre sur l'unification des données dans OneLake. Parce que il y a même des spécificités par rapport à OneLake. Et finalement, OneLake, c'est un vrai changement de paradigme. On passe d'un data lake technique qui était plutôt réservé aux équipes IT à un environnement qu'on a voulu collaboratif. Et c'est pas pour rien qu'on le compare souvent à OneDrive quand on le présente. Le OneDrive de la data, on l'a voulu aussi surtout très gouverné, on l'a voulu accessible à tous les types de profils, notamment les métiers. Et donc l'idée c'était de permettre à des analystes, à des business users de déposer, comme on le disait, son fichier dans un espace qui soit sécurisé, maîtrisé, et qu'ensuite ils puissent l'exploiter tout de suite avec Power BI sans passer par des longs process d'intégration, de demande auprès de l'IT, etc. Mais du coup, faut garder une gouvernance forte parce que on ouvre un peu les vannes et donc il faut fournir cette self-service analytique en gardant une certaine cohérence et en organisant son data lake de la meilleure des façons. Donc du coup, ce qu'on a tenté de faire, encore une fois, sans donner forcément, sans imposer notre point de vue, dans ce chapitre-là, on explore différents modèles d'organisation du data lake, des modèles plutôt centralisés, donc qui vont favoriser une cohérence avec un peu de frein quand même pour tout ce qui est agilité, des modèles plutôt décentralisés qui sont plus flexibles, mais où ça va être un peu compliqué d'avoir une vraie gouvernance stricte et qui va amener aussi beaucoup de duplication de données finalement. Et voilà. Et donc on parle de cette approche hybride que nous qu'on continue à mettre en place de plus en plus avec nos clients et qui va apporter justement certaines guidelines intéressantes pour notamment se rapprocher aussi, parce que c'est assez propre de ce sujet-là, et quand on parle de gouvernance, de la partie data mesh. Donc on introduit aussi la notion de data mesh dans ce chapitre, parce qu'on parle de responsabilité des données entre les différents domaines métiers. Et donc, responsabilité, ça veut dire aussi comment je vais organiser ma donnée dans mon data lake. Et du coup, voilà, encore une fois, on
on indique bien que Fabric n'impose pas de mettre en place un data mesh, mais par contre que dans l'approche, il a été designé pour faciliter l'implémentation de ce type de paradigme. Et donc voilà, donc on va aborder aussi tout ce qui est virtualisation des données au travers des shortcuts. On en parlait tout à l'heure, ça aussi, c'est une nouveauté au travers de OneLake qui change un peu la donne quand on parle d'organisation des data lakes. Et donc voilà, donc c'est l'idée encore une fois du chapitre, c'est pas de dépeindre une organisation parfaite, mais c'est de donner en fait nous des retours d'expérience qu'on a pu voir au travers des implémentations qu'on a fait chez nos clients, de quelques bonnes pratiques à prendre en considération pour pouvoir avoir à la fin un data lake qui soit gouverné et qui soit prêt à pouvoir offrir de la collaboration et une certaine scalabilité aussi qui est important. Ouais, tu dis des choses super intéressantes, Émilie. Et du coup, je vais me permettre, Alexandre, de poser une question en avance de face pour Romain, justement, parce que tu fais le lien parfait, Émilie. Et on parlera, on va parler des médaillons, mais on va parler en premier des notions, des différences entre warehouse et lakehouse. Et Romain, la question, elle est pour toi, justement, parce que tu as dit un truc hyper important, Émilie. Vous avez essayé de faire le fameux arbre de décision pour savoir quel outil utiliser. Et moi, c'est souvent quelque chose qu'on me demande, hein, c'est quoi l'archi parfaite dans Fabric? En fait, il n'y a pas de réponse absolue. Il n'y a pas une vérité absolue, ça dépend de vos compétences, de votre niveau de licence que vous avez, des sources que vous avez, de ce que vous voulez en faire. Mais ce qui est sûr, c'est que Fabric donne tous les outils normalement pour répondre quasiment à tous les scénarios. Et c'est en fonction du scénario qu'on va choisir la bonne fonctionnalité. Et souvent, voilà, la question est pour toi, Romain, on y vient. Les clients nous disent souvent, ils ne comprennent pas la différence entre Lakehouse, Warehouse, OneLake. Maintenant, il y a même les fabriques, database. Enfin, il y a plein de notions. Et toi, voilà, comment tu fais pour expliquer et démystifier ces notions-là aux clients de manière la plus simple possible? Alors, je vais essayer. Donc, déjà, rappelons que le OneLake, c'est la couche de stockage unifiée, commune à tous les workloads dans Fabric. Donc, déjà, le OneLake, il est en dessous, c'est la couche commune de la data. Et dans ce OneLake, on va stocker au format open source Delta Lake avec des fichiers parqués, compressés en format colonne. Et finalement, donc, on a le Lakehouse, le Warehouse au-dessus, deux concepts bien différents, deux workloads. Et finalement, ça va dépendre, puisqu'on va pouvoir, dans certains cas, effectuer les mêmes activités dans chacun des deux. Et donc, tu l'as très bien dit, ça va dépendre donc des connaissances. Par exemple, un développeur avec quelques années d'expérience en Spark, qui va préférer être plus productif avec un Lakehouse, alors qu'un DBA vétéran aura ou se tournera plus volontiers vers le Warehouse. Donc, bien évidemment, on va se poser aussi les questions de spécificité des données. Structuré, pas structuré. Et donc, si non structuré, bon, le choix est vite fait, c'est le Lakehouse. Si c'est structuré, on peut toujours réfléchir. Et après, on va chercher des spécificités par rapport au workload, les limites de ces workloads. Par exemple, un warehouse va supporter les transactions entre plusieurs tables, ou encore des fonctionnalités avancées telles que le dynamic data masking, chose que le lakehouse ne supporte pas encore, peut-être. Et le warehouse qu'on désigne souvent comme un entrepôt de données ouvert, alors que le lakehouse permet d'analyser des données non structurées, souvent plus approprié aussi pour l'advanced analytic avec l'usage de librairies Python, puisque c'est plutôt pratique. Mais comme a dit aussi Émilie, on retrouve souvent des architectures médaillons qui incluent le warehouse à minima pour la couche de serving layer, parce qu'on a dans la couche de serving layer des données bien structurées, optimisées pour la lecture, et donc ça fait sens d'utiliser le warehouse pour ça. Et tu l'as aussi dit, on a d'autres workloads. On peut parler de la base de données SQL Database. On peut parler du Event House pour des données time series. Et d'ailleurs, sur la chaîne Data Chouette, on a enregistré récemment avec Émilie et Fred l'utilisation de la base de données SQL Database dans Fabric pour faire du RAG sur l'analyse de CV. Donc, super intéressant. Donc voilà, on voit qu'il y a ces différents workloads à disposition. Après, en fonction de vos connaissances, en fonction de vos spécificités, bon, il va falloir choisir, sachant que des fois, on va encore retrouver différents moyens de faire les mêmes choses avec différents workloads. Et puis aussi, moi, le message que j'aime bien faire passer, c'est Fabric qui vous donne une boîte à outils pour faire justement plein de choses en data. C'est pas parce que vous avez tous les outils du monde qu'il faut absolument tous les utiliser. Hein. C'est pas une obligation de faire absolument du lakehouse ou du warehouse. Le serving layer, s'il doit être en lakehouse, est-ce que vous préférez aller faire du lakehouse, il n'y a pas de contre-indication à le faire. Voilà, il y a pas le big boss de Microsoft qui a dit non, c'est interdit de le faire. C'est vraiment à votre guise, à votre souhait et en fonction de vos compétences. Surtout ça.
Voilà, c'était on a fait un petit raccourci vers la question de Romain, mais c'était intéressant par rapport à ce que disait Émilie. Donc, Ça fait sens. Ça fait sens. Du coup, on va reprendre quand même pour Émilie. On avait parlé tout à l'heure du médaillon, justement, d'architecture médaillon. C'est très intéressant. Je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le médaillon, on pourra faire une petite définition quel est le concept de ça. Et question du coup, est-ce que pour toi c'est un modèle universel ou est-ce qu'il faut justement l'adapter au contexte du client? Alors, on y a répondu un tout petit peu, je crois, tout à l'heure, mais si on peut remettre une couche du coup dessus, ça peut être pas mal. Oui, tout à fait. Alors, c'est comme Lakehouse versus Warehouse ou Data Mesh. On l'évoque dans le livre, on évoque l'architecture médaillon, donc cette fameuse architecture sur laquelle on va avoir différentes couches bronze, silver, gold. Mais on insiste bien sur le fait que même si Fabric a été pensé, c'est vrai, pour implémenter une architecture médaillon, c'est pas un paradigme qu'on impose. Donc, comme le disait Enzo, il y a personne chez nous qui a dit maintenant il faut faire du médaillon architecture. C'est la nouvelle façon de faire de la data, etc. Pas du tout. Comme pour tout, il y a des amateurs, il y a des détracteurs chez nous, chez nos partenaires, chez nos clients. Mais c'est vrai que cette architecture, elle a l'avantage d'être très simple pour pouvoir illustrer des concepts d'organisation des données. Et donc, c'est vrai qu'on l'utilise pour illustrer justement comment est-ce que on va pouvoir organiser ces données, par exemple, si on veut implémenter une médaillon d'architecture. Et puis comme elle est simple, faut pas se mentir, c'est vrai qu'on la retrouve beaucoup chez nos clients. Mais ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'ils ont adopté cette architecture en la transformant. Ils ont adapté finalement le concept de base en rajoutant des couches. Alors par exemple, une couche bac à sable, une couche dédiée à la data science, une couche dédiée aux données ultra sensibles. Donc ils ont, ça leur a permis de prendre en main les concepts du lakehouse, donc du data lake et du lakehouse, de manière simple, et ensuite en y apportant leurs spécificités par rapport à leurs besoins. D'accord, ok. En faisant une sélection d'outils finalement un peu spécifiques, mais ils gardent quand même un peu ce cadre finalement bronze, silver, gold. Et alors du coup, comment tu pourrais expliquer à ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est bronze, silver, gold? Alors, il y a effectivement, c'est pareil, il y a différentes définitions en fonction des entreprises. Disons que on va avoir, si on prend le cas simple de 3 couches, on va avoir une couche bronze dans laquelle on va récupérer la donnée telle que on la reçoit depuis les sources de données. Ensuite, on va opérer une uniformisation de ces données. On va gérer quelques transformations pour pouvoir se retrouver avec une couche qui soit déjà exploitable. J'en parlais tout à l'heure avec des data scientists qui n'ont pas forcément besoin de la version la plus raffinée de la donnée, mais qui souhaitent avoir une donnée qui soit un minimum qualitative. Ok. Et ensuite, dans la couche gold, et c'est là aussi on positionne souvent du warehouse, on va on va présenter une donnée qui est prête à être utilisée, qui est raffinée, qui est propre, et qu'on va offrir derrière à la BI en termes de restitution. Donc c'est vraiment juste une façon de définir étape par étape les différentes transformations, les états de transformation de la donnée dans sa version la plus simple, bronze, silver et gold. Mais encore une fois, c'est ce qu'on faisait il y a très longtemps avec les paradigmes de data warehouse sur lesquels on avait ces mêmes étapes, mais qu'on appelait, on appelait ODS, autrement. staging. Moi, c'est ce que je dis souvent Exactement. aussi. Hein. Exactement. Ouais, je rassure les clients. Hein. D'ailleurs, Jean-Pierre a voulu que je rajoute cette phrase-là au moment où je parle de la médaillon. On peut faire le parallèle avec justement ce qu'on avait hier, parce que finalement, on réinvente pas jamais la roue. Hein. Non, c'est exactement ça. En fait, la manière dont on fait les projets data n'ont pas changé au final. C'est juste les outils qui changent et c'est des termes marketing qu'on vient rajouter par-dessus pour le rendre plus accessible. C'est sûr, quand on parle de zone ODS, staging, landing zone area, peu importe, ça peut faire tout de suite peur au métier. Alors qu'expliquer qu'une zone bronze, voilà, c'est le premier niveau, la donnée la plus brute possible, telle qu'elle est dans la source, elle est dans la destination aussi. Et de faire, voilà, c'est imager des métaphores, ça permet de rendre le sujet plus accessible et ça permet de toucher aussi du doigt des organisations en data mesh et tout ce qu'on connaît aussi par la suite. Ouais. Et puis encore une fois, comme on ouvre de plus en plus
cette accessibilité à des utilisateurs métiers, ou en tout cas un peu moins proches de l'IT, il fallait intégrer des concepts qui soient accessibles pour eux, compréhensibles, pour qu'ils prennent part. Enfin, on le voit dans l'implémentation du data mesh, on a des équipes qui viennent centraliser de l'IT et des métiers. Il faut qu'elles puissent se parler et se comprendre en termes de vocabulaire. Donc, c'est aussi une façon, voilà, de tous pouvoir Non, mais c'est parler le même et moi, je le langage. vois dans les projets, hein, quand on met Mm. en place les projets, les users, les métiers sont à l'aise à demander, ben là, d'Amazon Bronze, comment elle est, ils comprennent les concepts, ils s'en foutent eux, de savoir que c'est du Lakehouse Warehouse derrière, hein. Ils savent juste que normalement, dans la bronze, la donnée, elle est comme dans la source, donc peut-être qu'elle est pourrie, mais elle doit être aussi pourrie dans ma destination, quoi. Voilà. Exactement. Super intéressant et merci beaucoup Émilie pour ces précisions et pour tes explications. On va passer une question pour toi du coup Romain, parce qu'on sait que ton fer de lance, ton petit bébé à toi c'est le modèle sémantique. Donc évidemment que le modèle sémantique ça reste la pièce maîtresse dans Fabric. D'ailleurs on a beaucoup de questions sur la DP600 sur les modèles sémantiques et on est très challengé dessus. Et alors ça a évolué. Alors moi j'aime bien dire que les modèles sémantiques ont évolué positivement évidemment. Et moi, j'aimerais bien que tu fasses une petite overview de toutes les évolutions qu'on peut avoir justement grâce à Fabric. Donc, on sait qu'on a la notion de One Lake, on a le découplage, alors les datasets, maintenant, ça disparaît, évidemment. Et peut-être qu'on pourra en parler à terme. Alors, pas de datasets et datamarts, pardon, qui disparaissent aussi. On avait cette confusion parfois. On a la prise en charge dans Git, on a le TNDL, on a plein de choses qui sont arrivées. Et moi, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite overview voilà, de tout ce que Fabric amène au modèle sémantique depuis un an et demi. Alors, ben, je serai pas forcément pas exhaustif, mais déjà pour revenir sur le data mart, en effet, on le merge avec le warehouse parce que ça fait sens. Donc voilà, et on a des accélérateurs pour faciliter les migrations. Alors, pas de data, pas d'IA, mais pas de sémantique modèle, pas de précision, pas de décision avertie. Donc, comme je l'écris dans le livre, les modèles sémantiques ajoutent une couche logique qui organise les données et les enrichit avec des informations contextuelles, ce qui permet aux utilisateurs finaux finalement de prendre des bonnes décisions. Et cette couche sémantique permet aux utilisateurs de comprendre, d'exploiter de manière plus efficace en facilitant l'accès aux informations pertinentes, encore une fois pour la prise de décision. Et comme tu l'as dit, c'était déjà essentiel dans Power BI. Maintenant, dans Fabric, c'est d'autant plus important puisqu'ils permettent de servir d'autres fonctionnalités telles que les data agents, on en reparlera peut-être, les copilotes, les systèmes d'alerte avec les data activators, l'entraînement de modèles d'IA avec notamment la librairie Semantic Link. Et c'est pas pour rien que c'est le plus gros des chapitres dans le livre, encore une fois. Et alors le stockage OneLake, on l'a dit, apporte finalement l'unification des données. Donc une fois qu'on a nos données dans le OneLake, maintenant on a ce fameux Direct Lake qui va nous permettre de se plugger directement à ces données sans avoir à passer du temps à les importer. Les données sont toujours à jour, on a un petit système pour que ce soit automatiquement à jour, on peut le désactiver, je rentrerai pas dans les détails. Et finalement, les données sont transcodées à la volée lorsqu'on en a besoin. Ils sont mis en mémoire dans le moteur qu'on connaît bien, Vertipack, et donc on a nos données à demande, ce qui est plutôt pertinent. Et récemment, nouvelle version du Direct Lake. Auparavant, on appelle l'ancien le Direct Lake on SQL endpoint. Celui-ci faisait des fallbacks, c'est-à-dire que dans certains cas, suivant les limites de notre SKU, suivant les limites de nos données, on faisait du direct query sur le endpoint de notre warehouse ou de notre lakehouse. Et on devait créer, si je voulais créer un nouveau sémantique model dans un autre workspace, un lakehouse pour créer des shortcuts pour aller chercher mes différentes données. Ça, finalement, c'est révolu maintenant avec le mode Direct Lake on One Lake, ce qui du coup nous permet d'accéder à n'importe quelle donnée issue de n'importe quel lakehouse ou warehouse sans créer de shortcut au préalable, et en plus, plus de fallback. Donc encore une fois, des avancements liés à cet usage du Direct Lake et ce qui va nous permettre de plus en plus le pousser. Mais je tiens à dire que c'est pas un remplacement du Direct Query ni du mode import. Rappelons que le mode import, c'est le plus pertinent en termes de performance d'accès à la donnée. Par contre, on voit que dans certains cas, alors que j'ai déjà les données sur le OneLake, c'est plutôt pertinent de ne pas avoir à les réimporter. Émilie a parlé tout à l'heure de la pertinence dans des projets en temps réel, par exemple, lors du reporting en temps réel. On essayait à toucher du doigt le temps réel avec le Direct Query à l'époque. On sait que c'était pas ce qui était le plus performant non plus. Là, avec le Direct Lake, typiquement, ça peut être aussi un candidat sérieux. Si on va avoir du reporting un peu opérationnel en usine, par exemple, pour suivre des ordres de fabrication, ça peut être quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en place.
Ouais. Et récemment, pour promouvoir la réutilisation de ces modèles, parce que l'idée c'est de créer un modèle qui soit le plus réutilisé. On va pas créer 10 modèles, on va en créer un et on va avoir cette couche via l'endorsement qui va nous permettre la réutilisation du contenu de qualité digne de confiance que certaines personnes dans l'organisation aura rendu plus visible à la communauté. Et on a même maintenant on peut le rendre master. Donc, master model, c'est celui qu'il faut réutiliser pour prendre vos décisions dans l'organisation. Et on pourrait citer un certain nombre de choses. Le format TMDL, fabuleux pour simplifier la modification en masse de plusieurs sémantiques modèles. La recopie de bouts de code, et notamment, on a une nouvelle vidéo d'Atachouette à venir, je fais de la pub, qui montrera comment utiliser le TMDL pour migrer un sémantique modèle en direct lake ou OneLake depuis un direct lake en SQL. Donc ce sera, voilà, on va montrer comment utiliser Ouais, le TMDL pour ça. le Et alors TMDL, moi, c'est une j'imagine, des nouveautés qui me trigger le plus, hein. Clairement, ça me rend fou positivement, évidemment, dans le sens où vraiment les possibilités sont infinies et ça permet d'industrialiser des process. Parce que le low-code, no-code, c'est tout à super. fait. Par contre, du coup, ça demande des actions manuelles, évidemment. Et là, dans du TMDL, d'avoir ce revers de la médaille-là pour faire des modifications en masse. Moi, je me suis amusé à créer des mesures d'axe en masse avec de l'IA Gen. Mais ça marche parfaitement, quoi. Parfaitement. Ouais, j'ai encore vu un exemple ce matin de bout de code TMDL que tu peux réutiliser pour créer ta dimension date. Bah, super intéressant, tu as le bout de code Power Query, tu as le bout de code DAX qui va bien au-dessus et ça te fait une table. Donc Complètement. plutôt intéressant. Et on parlait de la fonction centrale de ces sémantiques modèles. Demain, on l'a dit, ils seront encore plus centrales puisque dans Fabric, on les réutilise. On imagine que demain, on va pas consommer la BI à travers des rapports. On a tous notre smartphone, on a tous des agents peut-être enrichis de données issues des sémantiques modèles. Et donc, ça va être d'autant plus intéressant que de rendre nos modèles sémantiques accessibles pour les modèles AI, pour ces data agents qui pourront requêter. Et donc ça, c'est la mode aujourd'hui de nos clients. C'est comment je rends mon sémantique modèle préparé pour la consommation via AI. Et on a d'ailleurs depuis récemment là un outil dans Power BI Desktop, Exactement. Prep Data for AI, Mhm. en ce Et ça, sens. typiquement, j'aime bien dire aux clients, en fait, normalement, c'est un truc que tu as déjà fait, tu as déjà documenté tes descriptions, tu as déjà documenté tes mesures, etc. À la base des bases. Normalement, oui, oui, Normalement, ce normalement. serait bien. Et moi, je vois la différence entre les clients qui faisaient Ouais. des projets data un peu à la va-vite et qui prenaient pas le temps de documenter tel qu'on doit le faire juste pour de l'IA. Et en fait, c'est ce que j'explique aux clients. En fait, l'IA Gen, ça vous impose des bonnes pratiques que vous aurez déjà dû mettre en place depuis des années. Parce qu'en fait, l'IA Gen aujourd'hui s'appuie sur des notions que vous deviez mettre à disposition, de la description, de la bonne documentation, du bon nommage de colonnes. Et en fait, c'est que du bon sens au final. Mais ce Prep for AI, là, je l'ai pas encore Ouais. testé, mais faut que je m'y penche dessus. Très intéressant. Et si on reparle du TMDL, on peut maintenant en masse faire appel à du copilote pour qu'il me crée automatiquement Oui, toutes mes descriptions, tous mes synonymes. Donc on voit qu'on va pouvoir, même si on a oublié de faire tout ça, faire ça en batch sur un ensemble de sémantiques modèles pour les rendre accessibles à ces jeunes AI. Que si on revient à SAP, si on a intégré nos 300 colonnes SAP, et ben, pour les bah, documenter, bon, faut y surtout aller. avec les extracteurs SAP, leur nom de champ, etc. C'est les ZZ, Mm. LIS, etc. C'est génial, quoi. C'est génial. Bon, super intéressant, Romain. Merci beaucoup. Merci. Bon, bah, il va être temps de clôturer, parce qu'on voit que l'heure tourne. On va essayer de revenir un peu sur votre livre. Quelles sont les dernières actualités? J'ai entendu parler d'une traduction. Est-ce que vous pouvez du coup en dire un peu plus? Je te laisse en parler, Émilie. Eh ben, écoutez, on est en train de travailler ardemment sur une version en anglais qui sera mise à disposition aux États-Unis par l'éditeur Manning. Et du coup, bah, ça nécessite pas mal de boulot parce que finalement, bah, il faut reprendre toutes les captures d'écran qu'on a proposées sur les différents step by step, tous les schémas qu'on avait voulu vraiment traduire en français pour que ce soit le plus accessible possible. Et puis, bah, comme on le disait tout à l'heure, toutes les évolutions, tous les changements dans les interfaces, toutes les nouvelles fonctionnalités qui nous font super plaisir à chaque événement Microsoft, mais qui nécessitent aussi voilà, de remettre à jour cette version qui est un peu figée dans le temps. Et c'est pour ça aussi que je voulais rajouter qu'on diffuse une newsletter pour justement accompagner nos lecteurs sur ces évolutions
qui restent pas figés sur la version du livre, mais qui puissent aussi suivre ces nouvelles évolutions de fabrique. Et donc voilà, ça permet aussi d'avoir une continuité dans la durée de ces fonctionnalités. Ouais, on peut rajouter que suivant nos chapitres respectifs, parce qu'on va garder les mêmes, on a plus ou moins de travail, justement par rapport au fait qu'il y a des chapitres qui ont plus évolué que d'autres. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Le sémantique modèle, si, moi j'ai pas mal de choses à rajouter. Le lakehouse, il y a toute la sécurité aussi, il y a pas mal de choses, mais je suis pas le plus touché. Je pense que Fred avec le real time est pas mal, Le pas mal real time, occupé il en a ce pris moment. un bon coup de pinceau quand même, le real time. Donc, puis même au global, Copilot qui est de partout dans la plateforme, Aussi, Ouais, oui. les licences qui tout à évoluent fait. aussi. Voilà, c'est un vrai sujet. Peut-être toi, Romain, si tu as deux, trois news côté Data Chouette aussi, parce que tu es très impliqué sur la communauté, si tu veux refaire une petite promo des prochaines vidéos qui arrivent ou qui sont arrivées, justement. Oui, alors on essaie d'en enregistrer ouais, 1 à 2 par semaine. Donc si vous avez des sujets, n'hésitez pas aussi à nous contacter. On essaye d'étendre un peu les sujets. On a parlé récemment un peu d'AI avec les agents. On essaye, demain je crois que j'enregistre une sur la sécurité avec notamment les private workspace. Donc voilà, on essaye de toucher aux différents sujets, mais en tout cas on est preneur de ceux qui souhaiteraient partager leurs connaissances sur une chaîne. Yes. Je crois Donc qu'Alex n'hésitez était pas à nous en contacter. pourparlers avec Amar pour venir justement. Donc, Voilà, Ouais, c'était prévu, on va en reparler. exactement. super. Émilie, messieurs, merci beaucoup pour votre temps. En tout cas, c'était super de vous avoir. Un réel plaisir. Merci pour Merci, mais l'invitation, avec grand encore une fois. plaisir. On remettra bien le lien du livre que vous avez publié et on vous suivra pour les mises à jour en anglais et les mises à jour aussi en français. N'hésitez pas à suivre Émilie et Romain sur LinkedIn, évidemment. Je ne sais pas si Émilie, tu publies beaucoup. Je sais que Romain, il est quand même très actif, mais voilà. Oui, je publie je rédige quelques articles des fois, mais effectivement beaucoup moins fréquemment Romain, c'est avec Data que Chouette, Romain, il est c'est toujours sûr. présent. Je le vois en permanence passer dans mon feed. Mais Émilie Ah passe oui, oui. souvent aussi. Mais je continue à Ah ouais. Data Mais Chouette, super. toujours Écoutez, avec moi, je grand vous propose, c'est qu'on plaisir. se retrouve dans un an. On refera un épisode, un an après l'écriture du livre, et on reprendra, on invitera aussi Fred et on verra un peu comment ça s'est passé et vos retours d'expérience sur le sujet. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. Et je vous dis à très vite. Merci tout le monde. Merci, à À très bientôt. vite, à À plus, ciao. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de House of Fabric. On espère que vous avez passé un beau moment parmi nous. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pourquoi pas ne pas le partager avec vos collègues, vos amis ou même votre belle-mère. Qui sait, elle pourrait devenir une experte en fabrique elle aussi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. À bientôt sous le soleil de House of Fabric.